Nous sommes au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, et Alexandre le Grand, roi de Macédoine, s'apprête à conquérir le monde. Bonjour, je m'appelle Virgile Imbert, je suis autodidacte en histoire depuis 7 ans et je vous propose une série de podcasts qui retracent des conquêtes et des conflits de l'histoire. Ces podcasts rentrent dans ma volonté de vulgariser l'histoire, chose que j'ai déjà commencé à faire à travers mon site hégémonie.fr. De la même manière que l'histoire m'a fait mieux comprendre le monde, j'espère que ces podcasts vous aideront à mieux appréhender ces quelques événements marquants de l'histoire. Conquêtes et conflits. Un podcast Good Morning Esseg. Alors on va commencer par un contexte concernant cette période d'Alexandre le Grand. Donc si on revient un petit peu avant, il faut bien être conscient du fait qu'il y a l'empire perse achéménide, qu'on va appeler l'empire perse par simplicité, qui est présent en gros au Proche-Orient et au Moyen-Orient actuel. Et de l'autre côté, on a le monde grec, donc sur la Grèce actuelle, mais également un petit peu sur l'Anatolie, mais c'est donc la partie ouest de la Turquie actuelle. En une seule génération, on a Cyrus le Grand, qui est un roi de l'Empire perse, qui va bâtir l'Empire perse, comme on le connaît, et il va venir confronter au monde grec, donc il est aux abords du monde grec. Et petit à petit, les tensions vont se développer, et donc les héritiers de Cyrus le Grand vont affronter les Grecs dans ce qu'on appelle les guerres médiques, qui se déroulent en moins 490, donc pour toutes les dates que je vais donner, c'est toujours avant Jésus-Christ. Donc moins 490 pour la première guerre médique, et de moins 480 à moins 479 pour la seconde guerre médique. Alors, moi j'ai vu le film 300, est-ce qu'on peut dire que je suis rodé sur le sujet? Alors, c'est une très bonne approche de l'événement. En réalité, il y a beaucoup d'erreurs, évidemment, mais c'est un film, c'est tout à fait normal. Mais c'est une très bonne approche pour comprendre un petit peu la période et les deux guerres, effectivement. Ces guerres médiques vont très profondément marquer les Grecs, si bien qu'ils s'en rappelleront encore 150 ans plus tard. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la Macédoine. Macédoine qui n'était pas forcément considérée comme grecque au départ, mais qui commence à rentrer dans le monde grec. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout sa montée en puissance, qui se fait surtout sous le règne de Philippe II de Macédoine, qui va tout simplement soumettre tous les Grecs, sauf les Spartiates. Le projet de Philippe II de Macédoine, c'est quand même de faire la guerre à l'Empire perse achéménide, donc d'envoyer une croisade qui rassemblerait tous les Hellènes, tous les Grecs, pour envahir l'Empire perse. Malheureusement, il meurt assassiné juste avant de pouvoir réaliser son entreprise, et c'est donc son fils, Alexandre III de Macédoine, qui s'appelle maintenant Alexandre le Grand, qui va prendre le trône. Alexandre donc monte sur le trône en 336 avant Jésus-Christ, et toutes les cités-États grecs pensent que la tutelle macédonienne est terminée parce que Philippe II est mort, donc ils sont libres de la tutelle macédonienne. En réalité, Alexandre va prouver malgré son jeune âge qu'il est tout à fait capable de soumettre à son autorité à nouveau tous les Grecs, sauf les Spartiates. Il le fait en réalité en 2 ans. En 334, il est donc prêt pour attaquer l'Empire perse achéménide. D'après les historiens, l'objectif d'Alexandre, c'est pas de prendre tout l'Empire perse à ce moment-là, quand il part. C'est plutôt de rejoindre l'Égypte. Donc en réalité, de faire un lien entre la Macédoine et l'Égypte. Donc de prendre tout le pourtour méditerranéen. Alors, juste pourquoi l'Égypte en particulier? Tout simplement, Alexandre se considère comme un demi-dieu, se considère comme le fils de Zeus Amon. Alors Zeus Amon, c'est une entité qui rapproche Zeus, le dieu des dieux, dieu du ciel de la mythologie grecque, et Amon, à peu près son équivalent dans la mythologie égyptienne. Et comme il se considère comme son fils, c'est tout naturellement qu'il veut rapprocher les deux territoires et gouverner les deux territoires. Pour ce faire, il doit donc passer en Asie mineure. Alors l'Asie mineure, c'est l'Anatolie actuelle, donc en gros la Turquie actuelle. Il va donc suivre la côte et il va avoir l'occasion de combattre pour la première fois une armée perse. Cette armée perse, elle est envoyée par Darius III, qui est le roi des rois perses, et elle n'est pas dirigée par Darius III. C'est-à-dire que Darius III méprise un petit peu le jeune roi macédonien. Il pense qu'il va l'écraser sur le champ de bataille. Donc il envoie son armée combattre, mais sans que lui soit à sa tête. Alexandre va pourtant écraser l'armée perse à la bataille du Granique en 334. Darius III est piqué, vexé, il va venir cette fois mener lui-même son armée
et il va affronter à nouveau, toujours en Anatolie, en réalité à la frontière avec la Syrie actuelle, il va affronter Alexandre le Grand à Issus en 333. Encore une fois, Alexandre triomphe malgré son infériorité numérique et Darius III prend la fuite vers le centre de l'Asie. Donc après ces deux batailles majeures que sont le Granique et Issus, les portes de la Syrie sont grandes ouvertes. Donc Alexandre va tout simplement envahir la Syrie et il va se confronter à la ville de Tyr. Dans l'histoire, Tyr a subi plusieurs sièges et s'en est toujours plutôt bien sorti. Elle considère donc qu'elle peut aussi résister à Alexandre le Grand. Alexandre va effectivement mettre le siège sur Tyr, il va avoir beaucoup de mal à prendre la ville, mais après plusieurs mois de siège, il va réussir à la prendre en 332, et il va ensuite continuer son chemin dans la Palestine actuelle. Il va faire le siège de Gaza. En réalité, quand il a mené à bien son siège de Tyr, il pensait être tranquille en termes de siège après. Il pensait avoir montré qu'il était assez fort. D'ailleurs, il a perpétré un petit massacre à Tyr pour faire comprendre qu'il n'aimait pas trop qu'on se dresse contre lui. Mais la ville de Gaza s'estime également assez forte pour résister plusieurs mois, voire plusieurs années, et donc une armée perse ait le temps de venir les secourir. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Gaza tombe plus rapidement que Tyr, et pareillement, le gouverneur de Gaza se fait massacrer par Alexandre le Grand et la majeure partie de la population avec lui. Après l'invasion de la Palestine, Alexandre le Grand rentre en Égypte en 332-331 avant Jésus-Christ. Il atteint là son objectif et en réalité, il n'a aucun problème à prendre le pouvoir en Égypte parce que l'Égypte le considère également comme un demi-dieu. C'est-à-dire qu'ils le considèrent effectivement comme le fils d'Amon, et ils sont de toute façon bien trop contents de voir l'autorité perse disparaître. Ils s'étaient déjà rebellés il y a quelques années contre l'autorité perse. Donc ils le déclarent pharaon, et ils sont bien contents d'être libérés. Et alors, une fois qu'il a réussi à prendre l'Égypte, qui était son objectif principal, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pas? Mais en fait, il ne peut pas rentrer, tout simplement parce que Darius III, le roi des rois perses, revient en Syrie et revient avec une grande armée prête à l'affronter. Donc Alexandre est finalement obligé de remonter jusqu'en Syrie pour affronter à nouveau le souverain achéménide et le vaincre troisième fois sur le champ de bataille. C'est exactement ce qu'il va faire. Il remonte en Syrie, d'ailleurs il traverse la Syrie en plein été, donc la pire saison, et il va affronter les Perses pendant la bataille de Gaugamélès, le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ. Et il va à nouveau vaincre ses adversaires pourtant en large supériorité numérique, à plat de couture. Mais alors, s'il a réussi à, encore une fois, gagner une bataille, comment se fait-il qu'en infériorité numérique constante, il remporte tous les combats? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais en fait, Alexandre n'est pas un grand stratège en soi. C'est-à-dire que sa technique est très simple. Il se met à la tête de sa cavalerie, qui est une cavalerie aristocratique, qu'on appelle les compagnons, et avec cette cavalerie, il fonce tout droit sur le chef adverse. En l'occurrence, c'est souvent Darius III. Il fonce sur le chef adverse, donc il transperce les lignes adverses, il attaque directement le souverain achéménide, et il fait fuir le souverain qui est menacé de mort quelque part. Avec la fuite du souverain, la cohérence de l'armée perse est anéantie, et donc c'est ça qui va lui permettre de décrocher des victoires face à des armées qui sont bien plus nombreuses que la sienne, sans aucun problème. Après cette bataille de Gaugamélès, la route de Babylone, qui est l'une des grandes capitales de l'Empire, est totalement ouverte. D'ailleurs, Alexandre fonce sur Babylone et Babylone se rend sans combattre. Alexandre réitère avec Suse, une autre capitale de l'Empire. Et toutes ces capitales, toutes ces villes qu'il prend, il ne commet aucune exaction. C'est-à-dire qu'il ne va pas massacrer les gens, il ne va pas réduire en esclavage, ce qui sont des mesures tout à fait ordinaires, si je puis dire, à cette époque. Mais c'est aussi des mesures qui empêchent le pillage par ses soldats des riches villes de l'Empire perse. Donc ça peut frustrer ses soldats. C'est pour ça que quand il va se présenter devant Persépolis, qui est une autre capitale de l'Empire, bien là il va permettre le massacre de la population, le pillage total de la ville, il va brûler beaucoup des bâtiments, notamment le palais. C'est l'une des pires exactions de sa vie. Et pourquoi il le fait? Sa justification, c'est simplement que c'est Persépolis, Perse, donc le cœur de la Perse qui a attaqué les Grecs pendant les guerres médiques. Donc c'est censé être une revanche pour les guerres médiques. Une fois ce massacre passé, il se rend à Ecbatane, qui est une autre capitale encore. Et pourquoi il s'y rend? Tout simplement parce qu'on dit que Darius III s'en échappe à peine. Donc il est sur les traces de Darius III, il veut absolument capturer le souverain achéménide, il ne veut pas le tuer, il veut le capturer. Or, ayant perdu 3 grandes batailles,
Darius III n'a plus du tout l'autorité qu'il avait avant et il ne peut plus lever d'armée, il n'arrive plus. Donc il ne fait que fuir et il perd ses hommes petit à petit, les quelques fidèles qui lui restaient. Et notamment, il y a son cousin, qui s'appelle Bessus, qui va le trahir et qui va simplement vouloir le livrer à Alexandre le Grand. Mais finalement, il va le tuer. Alexandre le Grand, il trouve pas cette mesure adéquate. Il se veut héritier de Darius III pour l'Empire, mais il veut également éliminer Bessus qui pourrait être un prétendant au trône. Et surtout, il ne voulait à aucun moment la mort de Darius III. Donc il va être chagriné momentanément par cette mort, mais surtout il va poursuivre Bessus toujours plus à l'est, toujours dans les provinces les plus orientales de l'Empire, c'est-à-dire vers la Sogdiane, ce qu'on appelle la Sogdiane et la Bactriane. L'un des objectifs nouveaux d'Alexandre le Grand, c'est d'atteindre ce qu'il appelle l'océan extérieur. C'est ce que les Grecs pensent être la limite du monde. Donc, ils pensent que la limite du monde se trouve juste par-delà l'Empire achéménide, et Alexandre, qui veut conquérir le monde entier, pense pouvoir le faire. Il pense être tout près de son but. Donc c'est l'une des choses qui va le pousser à aller toujours plus à l'est. Et dans cette démarche, il va épuiser ses soldats. Finalement, il va aller au nord-est, puis il va aller plutôt vers le sud et il va décider d'envahir l'Inde. Mais ces soldats, il y a deux problèmes. Déjà, ils sont fatigués parce qu'ils marchent depuis des années et l'une des raisons, l'une des motivations premières du soldat, c'est la richesse. Or, ils ont déjà pillé assez de choses, assez de villes, ils sont totalement riches. Donc ils n'ont plus d'autre intérêt de suivre Alexandre que la personne d'Alexandre le Grand elle-même, qui est assez motivante et inspirante. Donc ils ne veulent plus avancer, ils veulent rentrer chez eux et être tranquilles. Mais il y a également autre chose qui les énerve, c'est Alexandre qui s'orientalise. C'est-à-dire qu'Alexandre, son but maintenant, c'est de gouverner le monde, et dans ce but, il veut faire la synthèse de toutes les croyances des civilisations différentes. Donc il veut être autant grec que perse. Et il veut rassembler les deux peuples, en faire un peuple métis qui serait dirigé par lui. Et donc en fait, diriger le monde entier, mais le monde entier sous une seule loi et harmonisé. Or, les Grecs et les Macédoniens ne veulent absolument pas se prêter aux règles orientales. C'est pour ces deux raisons phares que l'armée va refuser d'aller plus loin après la bataille de l'Hydaspes, qui est une bataille qu'ils mènent en Inde, une grande bataille. Les hommes arrêtent d'avancer. Ils ont dépassé à ce moment-là le Gange supérieur, donc ils sont sur les abords de l'Iphaz, qui est l'un des fleuves du nord de l'Inde. Et ils exigent quelque part d'Alexandre de revenir sur ses pas et d'arrêter cette conquête frénétique. Alexandre est évidemment très déçu, mais il décide de mener son projet autre part, c'est-à-dire qu'il décide de longer le golfe Persique, qu'il croit être un bout de l'océan extérieur, et donc d'explorer d'autres contrées qui le mèneraient à d'autres extrémités du monde bordées par ce fameux océan extérieur qui reste sa motivation. Mais de fait, il va effectivement revenir vers le centre de l'Empire, vers Babylone et Ecbatane, dont on a déjà parlé. Pour ce faire, il passe par le désert de Gédrosie, et il y passe début de l'automne, ce qui est une très mauvaise idée, parce que aller avec une armée dans un désert qui est considéré encore aujourd'hui comme l'une des zones les plus arides du monde, évidemment, ça se fait pas sans sacrifice, et les hommes, une partie en tout cas de son armée, va perdre beaucoup de richesses, voire la vie, tout simplement, dans cette traversée. Mais finalement, il arrive effectivement à nouveau au centre de l'Empire, en 324 avant Jésus-Christ, et il va remettre de l'ordre dans son empire, tout simplement parce que les provinces, qui sont dirigées par des Macédoniens, mais également des princes perses, je rappelle qu'ils voulaient faire la synthèse des deux, ils commencent à verser dans la corruption et à ne plus obéir à l'administration macédonienne. Tout simplement, la majorité des gouverneurs de province pensaient qu'Alexandre le Grand ne reviendrait jamais, qu'il ne reviendrait pas de ses conquêtes. Or, Alexandre est revenu, il remet de l'ordre, il fait exécuter plusieurs grandes têtes et il réassoit son pouvoir, qui est maintenant un pouvoir divin sur l'Empire. C'est-à-dire qu'Alexandre se considère maintenant non pas comme un demi-dieu, mais comme un dieu. Alors, maintenant qu'il est revenu, en fait, combien de temps exactement ça a duré toute cette conquête ? La conquête a commencé environ en 334 avant Jésus-Christ, et là on est en 324, donc c'est une dizaine d'années. D'accord, et en une dizaine d'années où en fait il a fait que parcourir l'Orient et l'Asie, combien de kilomètres il a parcouru ? C'est une très bonne question, parce qu'on a fait une estimation, et on estime qu'ils ont parcouru 35 000 km. C'est la distance Paris-Vladivostok, Vladivostok étant l'une des villes les plus à l'est de la Russie, Paris-Vladivostok 3 fois. Donc c'est parcourir l'Eurasie
3 fois. Ah oui, ok, d'accord. Ok, je vois. Donc c'est très long, on peut comprendre qu'ils aient été lassés à un moment. Et Alexandre, donc quand il revient au centre de l'Empire, il essaie de remettre, comme je l'ai dit, de l'ordre. Il impose la soumission totale de toutes les provinces perses, mais également de l'Égypte, qui ne posait pas trop de problèmes, mais également des Grecs, à qui il impose sa divinité par ailleurs. Et il est heureux, parce qu'on ne parle pas souvent du bonheur d'Alexandre avant, mais là, il est heureux. Et il y a une chose qui va briser son bonheur, c'est la mort de son meilleur ami, la personne qu'il considère comme son âme sœur, c'était une relation fusionnelle, qui s'appelle Héphaestion, qui meurt fin 324. Et à partir de là, quelque chose est brisé en Alexandre, et il considère qu'il va mourir bientôt. Et effectivement, il meurt en juin 323, c'est-à-dire à 32 ans. Et il meurt surtout sans héritier direct qui soit à l'âge adulte. Donc la suite de l'Empire macédonien d'Alexandre, qui est immense, il va se partager entre ces différents généraux qui ont une grande ambition, et qu'on appelle les diadoques. Et donc c'est le temps des diadoques qui vont ensuite s'affronter entre eux. On aura des guerres entre les diadoques pendant une bonne quarantaine d'années. Merci de m'avoir écouté, c'était Virgile Imbert pour le premier épisode de la série Conquête et Conflit, un podcast Good Morning ESSEG.